La Fédération togolaise de football, FTF, a mis fin à un mois d'incertitude en nommant officiellement Nibombé Daré à la tête de l'équipe nationale des éperviers ce lundi. Cette nomination intervient après la démission de Paulo Duarte le 21 juin dernier. Daré, ancien défenseur international togolais, a été choisi parmi 5 candidats locaux, dont Eklu Dodzi, Afo Ati, Jonas Koku Komla et Abalo Dossé. Sa nomination marque un tournant dans la stratégie de la FTF, qui opte pour un entraîneur local après plusieurs expériences avec des techniciens étrangers. Le nouveau sélectionneur apporte avec lui un parcours de formation impressionnant. En 8 ans, Daré a accumulé une série de diplômes prestigieux, notamment les brevets CEB, les diplômes UEFA B, UEFA Youth, UEFA Senior, et tout récemment, la licence UEFA Pro. Cette formation solide témoigne de son engagement envers le développement continu de ses compétences d'entraîneur. Sur le plan pratique, Daré a fait ses preuves en Belgique, où il a entraîné les équipes de jeunes du Sporting Charleroi, U15 et U18, et dirigé pendant 6 ans, 2017 à 2023, l'équipe U21 de l'AFC Tubize. Il a également occupé le poste d'entraîneur adjoint au Mons, enrichissant ainsi son expérience dans le football européen. Mission du sélectionneur national Paulo Duarte. Par FTF-21 juin 20240. Le comité exécutif de la Fédération togolaise de football, FTF, informe l'opinion nationale et internationale, ainsi que le public, les supporters et les partenaires, de la décision de M. Paulo Rebelo Duarte, entraîneur-sélectionneur de l'équipe nationale A du Togo, épervier, de résilier son contrat de travail ce 20 juin 2024. Le comité exécutif regrette cette décision, mais en prend acte et tient à lui exprimer sa gratitude pour son travail, son engagement et son professionnalisme durant les années de collaboration. La FTF lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets futurs. La Fédération togolaise de football travaille en concertation au recrutement d'un nouveau sélectionneur des éperviers. Fait à Lomé, le 21 juin 2024. Le président. Avant d'aborder la question du sport. Alors, sur la question du sport, il faut que nous tous nous sachions que, y compris ceux qui sont amoureux du football, que le Togo, en l'état actuel, ne peut pas faire de miracle. Le Togo ne peut pas faire de miracle. Vous avez beau aimer le football, vous êtes amoureux du football, vous avez envie de voir votre équipe gagner, mais le Togo ne peut pas faire de miracle. Parce que c'est tout le pays qui est malade. Le sport, si on prend le pays comme un corps humain, le sport c'est une partie du corps humain. Si tout le corps humain est malade, le sport ne peut pas faire exception. Le football ne peut pas faire exception. Aujourd'hui, tout ce que nous voyons là, c'est le résultat d'une mauvaise gouvernance. Et donc, c'est pour cela qu'il est important que nous jetions un regard d'ensemble sur la gestion du pays. Parce que plus le pays est mal gouverné, plus tous les secteurs vont être atteints. C'est comme un cancer. Ça se métastase. Donc, le sport aujourd'hui n'est qu'un aspect de la gouvernance que nous avons connue ou bien que nous sommes en train de connaître et dont les résultats sont là. Et donc, vous allez constater que depuis un certain temps, il y a ce qu'on appelle entre griffes les petits pays en matière de football qui ont fait énormément de progrès. Vous avez le Cap-Vert, vous avez la Gambie, vous avez la Mauritanie, vous avez, bon, les spécialistes du football me diront, vous avez tous ces petits pays-là qui ont participé à la dernière CAN, qui ont fait énormément de progrès. Pendant que nous, on a continué par regresser. Pourquoi ils ont fait des progrès? Ils ont fait des progrès parce qu'ils ont travaillé. Même le Bénin, voilà, ils ont travaillé. Ils ont travaillé comment? Ils ont eu une vision claire et nette du secteur de sport. Quand je parle du secteur de sport, c'est tous les sports, mais beaucoup plus principalement le football. Quand vous prenez le Bénin à côté, le Bénin, depuis bientôt 10 ans, s'est doté d'infrastructures incroyables. Des complexes omnisports partout. Des terrains de jeu, une structure administrative, de l'argent, des moyens pour suivre les jeunes. Et vous avez constaté que il y a quelques semaines, les élèves du Bénin, le Bénin a instauré un championnat scolaire qui se joue dans tout le pays. Et cette année, c'est le Bénin qui est champion d'Afrique en matière de championnat scolaire. Le Bénin est champion en Afrique en matière de championnat scolaire. Est-ce qu'au Togo, on joue encore le championnat scolaire? Et les jeunes béninois qui ont gagné, qui ont joué le championnat scolaire, qu'est-ce que le conseil des ministres a décidé au Bénin? Talon a décidé de nouer un partenariat avec la firme Puma, c'est une firme d'équipementier, pour habiller tous les élèves du Bénin, toutes les équipes scolaires du Bénin. Ça a été annoncé au conseil des ministres. Actuellement, ils sont en négociation avec Puma pour formaliser le contrat. Donc, ils ont construit les infrastructures
Ils ont formé les encadreurs et maintenant, ils sont en train de créer les conditions pour que les enfants jouent. Mais si les enfants sont au terrain pour jouer après les études, c'est toujours mieux de les voir dans la rue ou d'aller fumer la drogue ou du vent du cannabis. Donc, c'est une vision. Donc, quand vous prenez le Togo et le Bénin par exemple, et vous comparez les budgets dans la loi de finances des sports, vous comparez le budget des deux pays, vous allez voir comment est-ce que nous, les Togolais, nous sommes dépourvus d'ambition. On n'a aucune ambition pour le secteur sportif. Alors qu'il y a 15 ans, 16 ans, 17 ans, Faure Gnassingbé, candidat du RPT à l'époque en 2020, et non, en 2005, dans les 20+, il a dit, je pense que c'est le 15e point ou bien le 16e point, qu'il va faire énormément pour le sport au Togo et qu'il va construire 1000 aires de jeu au Togo. 20 ans après, il n'en a pas construit un seul. Donc, il n'y a pas d'infrastructure. S'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de centre de formation, il n'y a pas de relève, comment voulez-vous avoir des résultats dans ces conditions-là? Comment voulez-vous? Les autres sont en train de travailler, vous ne travaillez pas et vous allez à l'examen et vous espérez réussir. Mais ça ne peut pas se passer comme ça. Si vous prenez aujourd'hui le budget de la loi de sport, de la loi de finances, le budget pour le ministère du sport au Togo, 2024, je suis allé regarder les chiffres avant de commencer cette émission. En 2024, c'est-à-dire le budget en cours d'exécution, l'argent qui a été consacré au ministère des Sports, c'est 5 milliards 418 millions 266 francs CFA. 266 000 francs CFA. 5 milliards 418 millions 266 000 francs CFA. C'est le budget qui est consacré à l'ensemble du ministère des Sports au Togo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce budget de 5 milliards et demi, il y a les frais de fonctionnement du ministère, il y a les fonds, les dotations pour les écoles de formation comme les INJS et tout ça. Il y a les charges de fonctionnement du ministère, je viens de les évoquer. Il y a les dotations pour l'ensemble des fédérations. Vous pensez qu'à la fin, chaque fédération a quoi? Et donc, il n'y a même pas d'argent pour faire les investissements, pour construire les salles de sport, pour construire les terrains, pour les entretenir. Il n'y a pratiquement rien. Donc, pendant que le Togo, excusez-moi, pendant que le Togo a un budget de 5 milliards et demi, le Bénin, l'année dernière, en 2023, avait un budget de 32 milliards 918 millions 303 000 francs CFA. Je répète, l'année dernière, 2023, le Bénin avait un budget pour le ministère des Sports de 32 milliards 918 millions 303 000 francs CFA. C'était en 2023. En 2024, le budget a connu une augmentation. En 2024, le budget a connu une augmentation de 33%. Le Bénin a aujourd'hui, pour le ministère des Sports, un budget de 43 milliards 801 millions 43 milliards 801 millions 955 000 francs CFA. Le Bénin a aujourd'hui un budget de 43 milliards 801 millions 955 000 francs CFA. Pendant que le secteur du sport au Togo a un budget de 5 milliards et demi. Qu'est-ce que vous allez faire avec 5 milliards? Quel résultat vous allez avoir? Zéro. Zéro. Donc, en termes d'infrastructure, le pays est totalement dépourvu d'infrastructures. Le terrain Omnisport de Lomé, qui était là depuis, qui est devenu un terrain vieillot, qu'on aurait même dû raser à cet endroit-là, tout le complexe sportif qui est derrière le 2 février là-bas. Si on avait des dirigeants de vision, on aurait déjà rasé ce truc-là, parce que c'est vieillot, et aller construire un terrain vers Zanguera, un complexe sportif nouveau vers Zanguera, très nouveau, et récupérer les terrains qui sont derrière le 2 février pour construire des immeubles et changer le visage de la ville. Mais ça n'a pas été fait. Donc le terrain là-bas, très vieillot, et vous avez le terrain de Kéké, qui est le seul terrain véritable dans le pays, mais qui ne sert pas à grand-chose. Est-ce que vous savez que le terrain de Kéké, qui, je dirais, comme c'est là où nous recevons nos grandes compétitions, ça devait être un terrain sacré. C'est-à-dire,
Ça doit être un terrain protégé, sacré, qui ne doit pas tolérer des intrusions. Mais est-ce que vous savez qu'au terrain de Kégué là-bas, peut-être même si vous allez même là-bas ce dimanche, vous savez que le terrain de Kégué est devenu une place de fête? Est-ce que vous savez que le terrain de Kégué, c'est-à-dire qu'on a réservé des salles, même pas loin des vestiaires, à côté, même pas très loin de la pelouse, au stade de Kégué là-bas, on a réservé des places. Chaque week-end, on loue ces places-là pour les gens qui font les anniversaires, les réceptions de mariage, les réceptions de sortie de deuil à Kégué là-bas. C'est devenu une place de fête à Kégué là-bas. Le terrain de Kégué qui doit être un terrain fermé. Parce que si on veut être superstitieux, un terrain est un endroit inviolable. C'est l'antre du football togolais. Mais on ouvre le terrain, on loue les salles qui sont en bas là-bas, aux gens qui veulent faire les réceptions de mariage, les réceptions de sortie de deuil, les anniversaires et tout ça. Il n'y a pas d'argent pour entretenir le terrain. Donc on loue les salles là pour avoir l'argent pour entretenir le terrain. Donc on permet à n'importe qui chaque week-end de rentrer dans les secrets du terrain, d'aller boire là-bas, de danser là-bas, alors que c'est un endroit qu'on doit préserver, c'est un endroit pour les footballeurs. Comment tout un État peut estimer qu'il n'y a pas l'argent pour entretenir un stade et on va louer des salles qui doivent servir de vestiaire pour les joueurs et de je ne sais quoi pour les fêtes? Donc, ne soyez pas surpris que, comme c'est devenu un moulin, chacun va là-bas pour faire les anniversaires, les gens peuvent rentrer là-bas avec des trucs enterrés ou bien, je ne sais pas, aller faire des pratiques là-bas qui peuvent être nuisibles à l'équipe nationale. Alors, qui autorise ce genre de choses? Qui autorise qu'un terrain comme Kégué, on puisse l'ouvrir et louer des espaces dans ce terrain pour les gens qui font les anniversaires, les mariages et tout ça? Qui autorise ça? Comment des gens qui rentrent dans ce milieu-là, qui en font ce qu'ils veulent, vous voulez aller jouer des matchs et gagner facilement? Ce n'est pas évident. En plus, il y a quelqu'un qui dit qu'il a des soucis avec le son. Est-ce que le son n'est pas bon, s'il vous plaît? Le son n'est pas bon, s'il vous plaît. Ok, parfait. Alors, vous voyez le terrain de Kégué. Regardez la clôture. Quand j'étais encore au pays, j'ai multiplié des émissions pour dénoncer les saletés autour du terrain. Beaucoup de choses. Des ordures qu'on jette autour de la clôture. Avant même qu'on ne prenne un caterpillar pour dégager les gens là-bas. Parce qu'il y a des gens qui avaient garé des camions. Les gens faisaient leurs besoins dans les sachets. Ils jetaient par-dessus bord la clôture. Ça tombait dans le terrain là-bas. Qu'est-ce qui nous empêche d'élever la clôture du terrain et de protéger cet endroit, de le rendre propre? Ceux qui sont déjà allés au Hill Stadium d'Accra, vous avez vu comment le terrain est propre? Vous avez vu comment le terrain d'Accra est propre? Les toilettes, les endroits, les vestiaires, vous avez vu comment c'est propre? Les endroits de restauration, tout ça. Au Hill Stadium d'Accra, vous avez vu? Les parkings pour garer les voitures, comment c'est propre? Vous allez au terrain de Kégué, les gens qui sont les mécaniciens, qui sont là-bas, qui réparent les vélos, les voitures, les gens qui passent, les gens font caca dans les sachets, ils jettent par bord la clôture parce qu'on n'a pas monté la clôture. Mais c'est un terrain qu'on a construit à plus de 20 milliards et qu'on a encore débloqué 20 milliards pour l'entretenir, pour le rénover. Ça fait presque 40 milliards. Mais regardez la clôture. Quand vous passez, vous voyez des herbes qui poussent à l'intérieur du terrain. Alors, c'est pour ça que je dis parfois, on a l'impression que ceux qui nous gouvernent n'aiment pas le beau. Ceux qui nous gouvernent ne sont pas des gens raffinés. Ceux qui nous gouvernent ne sont pas des gens qui veulent voir les choses bien faites. Pourquoi on ne peut pas élever la clôture de ce terrain, protéger ce terrain
et faire en sorte qu'il y ait des fleurs un peu partout là-bas, arranger cet endroit. Regardez l'entrée même principale du terrain de Kégué. Regardez l'entrée. Regardez l'entrée. Vous arrivez à l'entrée, il y a la poussière partout, il y a des endroits quand il pleut, l'eau stagne et tout ça, ça fait de la boue. Et c'est juste là, le petit couloir pour rentrer là qu'on a cimenté. Le reste, on a abandonné ça comme ça. Donc, en parlant d'infrastructures, après Kégué, il y a quoi? Il n'y a plus rien. Vous allez à l'intérieur du pays, le stade d'Atakpamé, il était comme ça depuis des années, en commençant par Tchévier, le stade Dr Kaolo de Tchévier. Et il n'y a pratiquement rien là-bas. Vous allez à Atakpamé, il n'y a que la pelouse sur laquelle on a mis le gazon synthétique. Les gradins, tout ça, le terrain est là-bas depuis. C'est toujours là, dans un état vraiment pas agréable. Palimé, on a essayé de faire quelque chose, pas grand-chose. Vous arrivez à Kara, le terrain de Kara. C'est un terrain qui a été construit depuis, par, je pense, le général Améi quand il était préfet. Depuis, ils n'ont pas mis une seule pierre sur une autre pierre. C'est la ville du président. La seule chose qu'on a eu à faire à Kara, c'est de mettre le gazon synthétique. Vous allez à Bassar. Le terrain de Bassar, là aussi, c'est un préfet qui a construit ça. Dans les années 87, si mes souvenirs sont bons, un préfet qui s'appelait Bello, qui était un des préfets qui avait commencé par construire les caniveaux à Bassar et tout et tout. Et le terrain de Bassar, les tribunes de Bassar datent de 87 ou 88. Aucune pierre n'a été mise sur une autre pierre depuis 87. Et quand ce préfet-là faisait ce travail à l'époque, il y a des gens qui sont allés dire, il y a des marques où ils volaient de l'argent, on a dégagé le préfet. Et depuis, les barons de la localité qui ont saboté ce préfet, ils n'ont plus rien fait. Il y a quelques années, je pense que l'avant-dernière élection législative, il y a une députée de Bassar, pendant la campagne, une candidate plutôt, elle a été députée après, elle est partie à Bassar dire aux gens, ah oui, que le chef de l'État va construire le stade de Wembley à Bassar. C'était des promesses de campagne. Bon, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Elle a dit, le stade, ils vont construire à Bassar un stade de Wembley. Le stade de Wembley à Bassar. Est-ce qu'elle-même, elle savait ce que c'est que le Wembley? Elle savait ce que c'est? Mais c'est ce qu'elle a promis. Elle a fait 5 ans à l'Assemblée. Elle n'a pas mis une pierre sur une autre pierre. Donc, il y a le terrain de Bassar qui est là, dans un état délabré. Et quand vous allez maintenant dans les savanes, vous avez tous lu les lettres de nos frères de savane qui ont dit il n'y a plus de terrain dans les savanes. Mango, qui est une ville historique, une ville de football, d'Apaon, il n'y avait plus de terrain. Puisque leur terrain n'était pas au nord, on les obligeait à venir jouer à Kara et ils ont dit ils ne vont pas jouer le championnat ou bien ils vont aller jouer ça au Burkina, dans l'AES. Ça a provoqué une mini-crise avec la fédération. On a dû les convoquer au ministère pour essayer de régler le problème. Donc, en termes d'infrastructure, c'est zéro total. Mais comment voulez-vous réussir quand vous n'avez pas d'infrastructure pour pratiquer le football? Quand vous n'avez pas d'infrastructure moderne pour pratiquer le football? Il n'y a pas de miracle dans le football. Donc, vous n'avez pas d'infrastructure, vous ne voulez pas en construire, vous n'avez pas de sélection intermédiaire, il n'y a pas de cadet, il n'y a pas de junior, il n'y a pas de championnat des juniors, il n'y a pas de championnat des cadets. Donc, quand le Togo doit compétir sur le plan international ou régional pour les juniors et les cadets, on pioche les gens dans les quartiers ou dans les rares centres qui existent, on constitue une équipe à la huissarde et puis on va jouer. Et on se fait sortir au premier tour. Donc, il n'y a pas une génération qui remplace une autre génération. La génération actuelle, elle est fatiguée. Les gens qui jouent aujourd'hui pour l'équipe nationale, ils sont pour moi comme un Gaïa Club. Vous avez des gens qui jouent dans des championnats clandestins, Tadjikistan, Azerbaïdjan, je ne sais où, il y a ceux qui sont dans les pays du Golfe et tout ça, qui ne sont pas des véritables championnats compétitifs. Il y a ceux qui sont aussi fatigués, parce qu'on sait très bien que chez nous, parfois en Afrique, la première fraude qu'on fait pour les joueurs, c'est sur l'âge. Comment voulez-vous que des gens comme ça puissent, dans la durée, gagner des compétitions? Enfin, vous avez la fédération. Vous avez la fédération qui est une catastrophe. Depuis qu'on est rentré du mondial 2006, vous connaissez toutes les crises qui se sont succédées. Et jusqu'à ce jour, ce n'est pas fini. La fédération fait toujours l'objet d'une gestion totalement calamiteuse et on ne demande jamais rien à personne. Il n'y a pas de compte. On a pris Claude Leroy. Quand on a pris Claude Leroy au Togo, j'étais l'un des rares journalistes,
même si je ne m'intéressais pas trop au football, j'ai dit que c'était une erreur de recruter ce blanc parce qu'il était déjà fatigué. Les journalistes sportifs au Togo m'insultaient, que non, que c'est le plus grand cadeau que le chef de l'État a décidé d'offrir à la jeunesse, que bon, nous on critique trop. On a vu les résultats de Claude Leroy. Claude Leroy était payé à presque 30 millions par mois. Je pense même que c'est 30 millions. Et vous savez qui payait Claude Leroy? C'était Togocel à l'époque, quand il n'était pas encore privatisé. C'est-à-dire que c'est l'argent qu'on prélevait sur nous, les impôts qu'on payait sur les crédits de communication. C'est avec cet argent qu'on payait Claude Leroy. 30 millions par mois. Sans oublier son staff. Résultat, zéro. Résultat, zéro. Il a essayé de faire quelque chose, il a essayé de construire une équipe, mais il n'a pas pu progresser que ça. Zéro. Mais lui, il avait accès à tout. Il avait accès au président de la République, il avait accès au Premier ministre, il pouvait faire débloquer de l'argent, il n'y avait pas eu de crise. Donc, il avait tous les moyens pour réussir. Mais le résultat, zéro. Donc, les gens ont réclamé la tête de Claude Leroy. Claude Leroy est parti. Au lieu de prendre le temps pour réfléchir, pour trouver peut-être un entraîneur moins coûteux, avec un encadrement assez rigoureux, on allait chercher un Portugais qui était déjà au Burkina, qui n'avait pas de résultat, qu'on appelle Duarte. Et rapidement, on a signé un contrat, on a écarté tous les gardes de Claude Leroy qui étaient dans le staff. On a vite fait de les diaboliser, les Agassa, tout ça, on les a virés. Et puis on allait chercher un gars au Burkina qui n'a pas pu faire grand chose au Burkina, qu'on appelle Paul Duarte. On l'a ramené au Togo. Et lui, en venant au Togo, il est venu avec tout le staff qui est burkinabé. Les gars, c'est où votre patriotisme? À part Serge Akakpola, au départ, à part Serge Akakpola, tout le staff autour de Paul Duarte est burkinabé. Le football, c'est une compétition. Le football, c'est une compétition. Il arrive que dans les tirages, on vous mette dans les mêmes groupes que vos pays voisins. Mais si vous avez des Burkinabés qui sont dans vos staffs, là où on s'organise pour aller jouer les matchs, si vous les rencontrez, quel sera le résultat? La preuve. Il n'a échappé à personne que lors des qualificatifs de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, le Togo a rencontré le Burkina, aller-retour et a perdu. Le Togo a rencontré le Burkina, aller-retour et a perdu. Mais qui sont ceux qu'on trouve dans le staff togolais? C'est des Burkinabés. Vous pensez que dans un pays organisé normal, le Burkina par exemple, le Niger, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Ghana, va accepter que on recrute un sélectionneur ou un entraîneur qui vient avec le staff d'un pays voisin? Vous pensez que c'est possible? Vous pensez que c'est possible? Le Togo a joué contre le Burkina aller-retour pour les qualificatifs de la CAN en Côte d'Ivoire. On a perdu les deux matchs. Ça ne vous a pas tiqué dans la tête? Donc ce monsieur Claude Duarte ou bien Paul Duarte, on lui a donné des objectifs. Il n'a pas atteint les objectifs. Au lieu de le virer, on lui renouvelle encore le contrat. Au lieu de le virer, il y a des apprentis sorciers qui disent oui, il est en train de travailler à une nouvelle équipe. Il y a une certaine amélioration dans le jeu. Il y a la progression. On a renouvelé le contrat. Et depuis, il est en train de cumuler encore des défaites. D'accumuler des défaites. On lui a renouvelé le contrat alors qu'il a échoué. Il est payé pour un résultat. Il n'a pas atteint le résultat, on lui a renouvelé le contrat. Et ça, c'est les gens de la fédération qui font ça. C'est les gens de la fédération togolaise de football qui font ça. Donc vous avez un président de fédération qui a fait 2 mandats. Il a fait 2 mandats. Il n'a eu aucun résultat. Et à la dernière élection au niveau de la fédération, il a choisi d'aller à un 3e mandat. Comme au Togo, bon, c'est la norme maintenant, tout le monde veut rester le plus longtemps possible. Il a décidé d'aller à un 3e mandat. D'accord. Les tests ne le lui interdisent pas. Maintenant qu'on a enclenché le processus électoral, ils ont mis en place une méthode pour neutraliser ou
menacer tous les adversaires potentiels. On a demandé au club de ne pas donner les parrainages aux gens, aux candidats. On a pris le téléphone pour menacer certains candidats. On a fait ci, on a fait ça. Et à la fin, on s'est retrouvé dans un imbroglio total. Le candidat de la fédération même, il démissionne. Il dit que bon, lui n'est plus candidat à la fin des élections. Après, on dit son nom est revenu à la tête de la liste et on le choisit finalement. Chez nous, on ne change pas une équipe qui perd. C'est ça, la norme chez nous. Quelqu'un a fait pratiquement 10 ans à la tête de la fédération, ou bien 8 ans, je ne sais même plus, c'est un mandat de 4 ans ou de 5 ans. Il a fait 10 ans à la tête de la fédération. Il n'a pas pu qualifier le Togo pour... dans toutes les catégories, on n'a pas été qualifié nulle part. On n'a été qualifié nulle part. Ni pour la CAN. Les CHAN là, rien du tout. Mais on lui renouvelle un second mandat. On lui renouvelle un troisième mandat. Et on est là. Et on veut avoir des résultats, les gars. Tous les milliards que la FIFA envoie, personne ne sait comment c'est géré. Allez sur le site de la FIFA, vous allez voir tout l'argent qui arrive à la fédération. Sur le site de la FIFA, il y a la transparence. Hein. Chaque pays, il y a la situation de chaque pays. Vous allez sur le site de la FIFA, vous allez voir tout l'argent que la FIFA envoie au pays. Tout ce qui est... Cet argent, ça sert à quoi? On convertit une grande partie pour le budget de fonctionnement. Ça permet à chaque fois qu'on va en mission de prendre les frais de mission, d'être dans les hôtels, d'être dans les avions classe affaires. Et c'est ça, c'est tout. C'est tout. Donc, on se retrouve dans un pays sans infrastructure, avec une fédération totalement tétraplégique. Il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas de joueurs neufs. On n'a pas formé des générations pour remplacer les anciens. Et vous voulez avoir quel résultat? En Europe, ici, vous avez plein de jeunes Togolais qui sont là, dont les parents sont là. Les jeunes sont des binationaux, mais leurs parents refusent qu'ils aillent jouer au Togo parce que l'environnement n'est pas sain. L'environnement n'est pas organisé, il n'y a pas de rigueur, il n'y a absolument rien. On a vu tout le débat qui a eu lieu autour du jeune Barcola. Vous voulez que son père le laisse aller au Togo? D'ailleurs, il est né français. Il a vécu en France. Vous voulez qu'il aille chercher quoi? Vous avez plein d'autres Togolais qui sont en Allemagne. Les Ouagbé, les quoi, les fils de Nibombé Daré, très brillants. Les fils d'autres personnes qui sont très brillants, qui sont en première division, deuxième division. La pépinière que le Togo dispose aujourd'hui dans la diaspora, elle suffit pour constituer une équipe. Même le Ghana n'a pas ça aujourd'hui. Mais aucun parent ne veut que son enfant aille jouer au Togo. Parce que les conditions ne sont pas réunies. Parce que la gestion rigoureuse n'est pas là. Parce que tout se fait dans le désordre total. Vous envoyez votre enfant là-bas, si on le basse, il est perdu pour toujours. S'il il craque le pied, il est perdu pour toujours. Rien n'est organisé. Et donc, les gens ont fait le hold-up pour prendre le troisième mandat à la tête de la fédération. Et depuis qu'ils sont là, ça a commencé par jaser entre eux-mêmes. Il y a de cela quelques jours, une partie des membres du bureau de la fédération ont voulu destituer le président. C'est une information qui n'est pas sortie. Ils ont voulu destituer le président parce que quoi? Pour deux choses. La première des choses, je pense qu'ils reprochent au président d'avoir constitué une délégation sans l'avis de l'ensemble du bureau pour aller en Thaïlande où il y a une conférence de la FIFA. Et puis deuxième chose, le président a pris une décision pour changer le président de la commission des arbitres. Comme il y a toujours la corruption dans le football togolais, les gens savent comment ils deviennent, ils gagnent les points pour devenir champion, vice-champion et tout ça. Et donc, quand il a décidé de changer le président de la commission des arbitres, les autres qui ont senti que c'est une menace, ils se sont dit, ben, lui là, il veut porter atteinte à nos business. Et ils ont organisé une réunion pour le destituer. C'est des gens qui sont intervenus pour leur dire, si vous faites ça, c'est toute l'équipe qui part. Ça a calmé un peu leur ardeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les prochains mois, on aura une crise à la fédération. Comment voulez-vous que dans ce désordre-là, on puisse avoir des résultats? Le terrain de Kéké, quand il pleut, le terrain est inondé en partie. Comment voulez-vous qu'on puisse avoir des résultats? Donc, pour clôturer sur la question du football, n'attendez aucun résultat. Ce n'est même pas certain que le Togo va se qualifier pour la prochaine CAN. Le mondial, il faut oublier. Parce qu'on n'a pas les ressources, on n'a pas la vision, on n'a pas les joueurs. Les joueurs qui sont en train de jouer dans l'équipe nationale, vous voyez leur âge? Vous voyez dans quel championnat ils jouent?
Pourquoi parfois ils jouent bien dans la première division et en deuxième division, en première mi-temps et en deuxième mi-temps, ils sont tous fatigués? Parce qu'il n'y a plus le souffle, ils sont fatigués. Donc, sans relève, sans des équipes de cadets, des équipes de juniors, sans un travail organisé, vous ne pouvez pas renouveler cette équipe-là. Donc, vous n'irez nulle part. Vous avez beau supporter l'équipe nationale, vous avez beau aimer le football, vous n'irez nulle part avec ça. Parce que tout est faussé à la base. Donc, voilà ce qui se passe. Maintenant, voilà les réalités. Parce que quand on est un pays où les dirigeants n'ont pas de vision, et il n'y a pas que le football aujourd'hui qui n'a pas d'infrastructure. Les sports de main n'ont pas d'infrastructure. Le Togo est le seul pays de la sous-région où il n'y a pas une salle de sport pour les sports de main. Que ce soit le handball, le basketball et tout ce qui va avec, il n'y a pas de salle. Vous allez au Bénin, leur première salle de sport date de 79 ou bien même 78. Vous allez au Burkina, ils ont de grands halls de sport. Au Mali, pareil. Au Niger. On ne parle pas du Sénégal, du Rwanda, tout ça, de la Côte d'Ivoire, du Ghana. Au Togo, il n'y a pas d'infrastructure pour les sports de main. Les gens continuent de jouer sur des terrains où on a mis le ciment. Les gens tombent, ils ont les plaies. Vous voyez les terrains qu'on aménage dans les lycées ou sur lesquels nous jouions le basketball. Là. Les gens ont encore ces terrains-là, en pleine capitale. Donc, vous n'attendrez rien. Et comme le premier responsable du pays, il n'est pas un mordu du football, il s'en fout. Ce n'est pas son problème. Alors qu'avec le football aujourd'hui, non seulement c'est un régulateur de la société, avec le football on peut faire beaucoup de choses, mais c'est aussi une industrie. Quand vous voyez Macron embrasser, comment appelle-t-on, Mbappé ici, le traîner par la main, vous pensez que c'est seulement parce que Mbappé est le meilleur? Non, c'est pas forcément parce que... Non, parce que derrière Mbappé, c'est toute une fortune pour l'État français. Mbappé payait 100 millions d'euros d'impôts chaque année en France. 100 millions d'impôts, lui seul. Donc en 3 ans, il a payé 280 quelque chose millions d'impôts en France. C'est énorme. Millions d'euros, hein. Millions d'euros. Et donc, quand il est parti, c'est un manque à gagner pour le fisc français. Donc, derrière le football, c'est toute une industrie qui se joue. Macron sait que Mbappé est un grand contributeur pour le trésor français. Tout comme l'a été les Messi, les Neymar avant. Donc, derrière le modèle, c'est un business. Mais il y a des gens qui sont au pays, ils ne veulent pas organiser le business, mais ils veulent tirer le profit du business. Donc, ils sont à la fédération, ils bouffent l'argent, ils grossissent, ils achètent des maisons, ils ont les copines, les maîtresses dans tous les quartiers, ils construisent les maisons, ils sont dans les avions classe affaires, ils descendent dans les meilleurs hôtels, et le football, lui, il peut attendre. Parce que personne ne leur demande des comptes. Donc, n'attendez pas le miracle pour le football togolais. Ça, c'est le fond du problème. C'est le fond de notre problème. Donc, tout ce qui tourne autour après, la bagarre entre les joueurs, le clash qui se passe sur les réseaux sociaux actuellement, ça, c'est les détails. Qui a baisé la femme de qui a... Ça, c'est les détails. Ça, c'est les détails. Nous avons des gens sur le plan local qu'on peut valoriser. Est-ce que vous savez qu'on a un partenariat avec l'Allemagne depuis longtemps? C'est ça qui a amené Göller pour entraîner l'équipe du Togo. Et que si on renouvelle ce partenariat, l'Allemagne peut même nous envoyer des entraîneurs de seconde zone, mais qui sont efficaces, entraîneurs de deuxième division, qui peuvent tenir notre équipe. On ne va pas payer grand-chose. Mais nous perdons des millions à payer des entraîneurs qui ne sont pas efficaces chaque année. Parce que derrière ces millions, il y a des gens qui ont leur commission. Nous avons notre compatriote Nibombé Daré, qui est aujourd'hui le plus titré des entraîneurs togolais. Le plus titré des entraîneurs togolais. Je pense même qu'actuellement, il est à Lomé. Nibombé Daré, c'est le plus titré des entraîneurs togolais aujourd'hui. Il a touché le haut niveau. Il s'est formé. Depuis qu'il a arrêté sa carrière, il s'est formé, il a gravi les échelons. Step by step. Il est aujourd'hui au top de l'entraîneuriat. Nibombé Daré est là. S'il demande demain à entraîner l'équipe nationale du Togo, c'est les Togolais qui vont refuser. Si Nibombé Daré dépose les dossiers demain, alors qu'il a toutes les qualifications, il a même plus les qualifications que Duarte. Si Daré dépose les dossiers demain pour entraîner l'équipe nationale du Togo, les Togolais vont refuser. Ses propres collègues joueurs vont le torpiller. C'est ça notre sorcellerie.
C'est ça notre sorcellerie. Si Nibombe Daré se lève demain pour dire « Je dépose des dossiers pour être candidat, pour entraîner l'équipe nationale du Togo », ce sont les Togolais qui vont le torpiller. Ils vont préférer aller chercher le blanc, parce qu'ils savent qu'avec le blanc, ils vont dealer. Si le blanc prend 25 millions, eux, ils vont prendre 10 millions, le blanc va prendre 15 millions. Parce que c'est aussi un blanc qui va drouiller et voilà, donc il vient prendre 15 millions, c'est beaucoup. Il a une villa, et il est logé, il a une voiture, il a un chauffeur, il est tranquille. Même s'il n'a pas de résultat, il s'en fout de vous. Mais si c'est votre compatriote, même si c'est un Nibombe Daré, même qu'on paye 10 millions, il va rester au Togo. Mais les 10 millions que Nibombe Daré va gagner au Togo, là, il va investir au Togo. Il va acheter un terrain, il va construire une maison, il va créer un business et l'argent va circuler au Togo. Mais on ne veut pas de lui parce que peut-être il est trop clair. Là-bas, Lomé, on l'appelle syndicaliste parce que quand il était dans le football, il ne laissait pas passer certaines choses puisque lui, il avait un niveau d'études déjà universitaire, donc il était plus calé que les autres, donc c'était le syndicaliste. Donc on ne veut pas. On préfère donner cet argent aux Blancs et au staff burkinabé. Et Nibombe Daré est là. Il a eu des diplômes de haut niveau. Il est là. Actuellement, il est à Lomé. Selon ce que j'ai appris. Il est à Lomé. Personne ne va l'approcher. Comment voulez-vous que... Parce que pour entraîner une équipe, il faut avoir un diplôme. Aujourd'hui, le football a évolué. Pour entraîner une équipe, il faut avoir un diplôme. Pour s'asseoir sur le banc pendant un match, il faut avoir un diplôme. Ce n'est plus avant. Ce n'est plus autant de... je ne sais pas quels sont les anciens entraîneurs qu'on avait il y a très longtemps, ou les gens qui ont fait l'INJS et PS là qui devenaient entraîneurs. C'est pas ce temps-là. Aujourd'hui, le football, c'est une science. Pour entraîner l'équipe, il faut avoir un diplôme. Vous avez beau être star, mais il faut avoir un diplôme. Vous n'avez pas de diplôme, vous ne pouvez pas entraîner une équipe. Et Nibombe Daré a un diplôme. Un très bon diplôme. Il fait les masterclass avec les Blancs. On a des photos, il est le seul parmi un groupe de Blancs. Ça veut dire qu'il a atteint un haut niveau. Mais ce Nibombe Daré là, les Togolais même ne vont pas accepter qu'il devienne entraîneur. En commençant par les gens de la fédération. Comment voulez-vous qu'on ait des résultats? Depuis qu'il y a la fédération togolaise de football, combien d'initiatives ils ont pris pour former des entraîneurs, pour voir des pays comme l'Allemagne, la France, je ne sais pas quel pays, pour envoyer des entraîneurs en formation. Chaque 6 mois, envoyer des gens en formation qui reviennent comme de bons entraîneurs pour tenir les équipes. C'est tout ça qu'on met dans la vision. Donc, Nibombe Daré là, aujourd'hui, a traîné. Et voilà. Et il travaille aujourd'hui avec les Blancs. Donc, voilà. S'il est en vacances, il va à Lomé. Il regarde Lomé comme tout le monde. Et puis, il repart. Voilà. Et vous avez vu, quand on parle de manque de vision, vous avez vu que il y a quelques jours, on a commencé le Tour cycliste du Togo. Vous savez que depuis 5 ans, on n'a plus fait le Tour cycliste du Togo. Vous savez pourquoi? Parce que le Blanc qui organisait le Tour du cycliste avant, il s'appelait Francis Ducreux. Quand il est décédé, il n'y avait plus personne pour organiser le Tour cycliste du Togo. La fédération togolaise de cyclisme est partie en lambeaux. Ça veut dire que pendant 5 ans, le ministère n'a pas fait grand-chose, les autorités n'ont pas fait grand-chose. Il a fallu que cette année, il y ait de bonne volonté, qu'il aille voir quelques sponsors, notamment Ebomaf, pour rassembler un peu d'argent pour relancer le Tour cycliste. Il n'y a pas de vision. C'est un Blanc qui organisait le Tour cycliste au Togo depuis des années. Quand il est mort, on est resté 5 ans sans Tour de cycliste. Sans Tour cycliste. Mais c'est dans ce pays qu'on a connu les grands cyclistes comme les Moreira, il y a d'autres noms qui m'échappent et tout ça. De très grands cyclistes. Donc voilà l'état de notre pays. Et donc, ceux qui s'agitent là, ne vous agitez pas trop. Parce que votre équipe là, ou notre équipe là, ça nous concerne tous, n'ira pas loin. On ne triche plus aujourd'hui en football. Vous travaillez, vous avez les résultats. Vous ne travaillez pas, vous revenez à la maison. Le Bénin a gagné le Rwanda, non? Il y a une équipe jeune béninoise qui monte en flèche. Dans 3-4 ans, vous ne pourrez même plus rivaliser les Béninois. Ils vont se moquer de vous. Parce qu'on investit, on met les moyens, on met la rigueur. Il y a une vision qui est derrière. Le Bénin a gagné le Rwanda 2-0 bien, je ne sais pas combien. Ils avancent. Nous, on va jouer avec une équipe qui est née il y a à peine 10 ans, Soudan du Sud. Quand on était au mondial, ce pays n'était pas encore né. Hein. Soudan du Sud, ils sont en guerre. Ils sont nés dans la guerre, ils sont toujours en guerre. Ils viennent chez nous.
on marquait but, nous-mêmes on marque dans notre propre camp. Nous marquons nous-mêmes 2 buts. Et on ne demande pas de compte à l'entraîneur. Il y a des gens qui disent oui, nous avons une méthode de fausse satisfaction dans notre pays. Oui, l'équipe progresse, il y a un fond de jeu, l'entraîneur fait un effort. L'entraîneur n'est pas là pour faire des efforts, il est là pour avoir des résultats. S'il n'y a pas de résultats, on le dégage. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur le plan des sports. Je pense que j'en ai suffisamment parlé. Et maintenant, je vais entamer le sujet sur les difficultés de nos mamans au grand marché.